Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque semaine, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Qu'elles soient stylistes, entrepreneuses, activistes ou encore mannequins, ces femmes partagent ici leur parcours, leurs valeurs et dévoilent les coulisses d'une industrie en pleine mutation. Parce qu'elles ont pris conscience des dérives sociales et environnementales de la mode, elles ont décidé de s'engager pour un monde féministe, inclusif et durable. Cette semaine, je reçois Benjamin Friedrich, directrice investissement Impact, pour le fonds d'investissement familial Enoui. Parler de finance, ça n'est jamais évident. C'est complexe, les termes sont techniques, et pourtant, l'argent et la finance sont des composantes essentielles quand on crée son entreprise. Alors, quelles sont les options pour financer sa marque de mode éthique et son développement ? C'est quoi la définition d'un investissement à impact ? Et comment concilier mode, éthique, engagement et finance ? Avec Benjamin, nous avons tenté de répondre à toutes ces questions et de rendre ces sujets un petit peu moins opaques. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Benjamin. Bonjour Chloé. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors pour débuter notre discussion, j'aimerais bien qu'on revienne en arrière, qu'on revienne à 2007 pendant ton tour du monde dédié à l'économie solidaire et que tu nous racontes 2 anecdotes que tu as vécues, une au Burkina et une en Inde, que je trouvais hyper intéressante et assez parlante aussi par rapport à tous les sujets qu'on va pouvoir évoquer. Oui, avec plaisir et merci pour cette invitation. À la fin de mes études, en 2007, j'ai pris une année off et je suis partie faire un tour du monde avec 2 amis. Sympa. Ouais, c'était très sympa. Et on est parti en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, faire des missions bénévoles pour des ONG sur le thème globalement du commerce équitable et de la microfinance. Donc c'est assez vaste. Et une des missions avait lieu au Burkina Faso. On travaillait pour une association qui propose des voyages solidaires. Okay. Donc les voyages solidaires, c'est aller dans un pays un peu loin des sites touristiques habituels et plutôt découvrir comment les gens vivent, comment ça se passe, quelle est la vraie vie, et puis découvrir donc des cultures très différentes. Et notre mission à nous en particulier, c'était dans les villages d'accueil, c'était de recenser et décrire toutes les activités possibles pour les voyageurs. Et donc on était 3, donc on se partageait les différentes visites et concrètement on allait voir la dame qui faisait des tabourets ou le monsieur qui cultivait l'oignon et c'était plutôt des découvertes plus que vraiment des visites touristiques. Ouais. Et dans un des villages, il y avait la teinture. Donc il y avait une activité, c'était découvert de la teinture traditionnelle et l'autre, c'était la teinture moderne. Donc moi, je me suis occupée d'aller voir le monsieur qui faisait de la teinture traditionnelle. Et donc c'était au nord du Burkina, tout près du Sahel, déjà dans le sable. Et donc je suis partie avec le guide local qui était aussi l'interprète, puisque les gens parlent pas français naturellement. Enfin, c'est pas leur langue maternelle. Et je me suis retrouvée un peu au fin fond de ce paysage assez magnifique et face à un homme d'un certain âge qui réalise donc de la teinture traditionnelle. Et donc son métier à lui, c'est ce qu'il m'expliquait, c'était d'aller dans la forêt et d'aller récupérer des extraits de plantes, d'arbres, etc., minéraux, de faire sa mixture. Et puis ensuite, il avait tout un process pendant lequel il mettait des linges ou des pagnes dans des seaux, enfin pas dans des seaux, mais dans des trous dans le sol remplis d'eau avec un certain procédé qui durait plusieurs jours et à l'issue desquels les tissus devenaient teints. Et donc, il m'explique ça par le biais de l'interprète. Et puis, donc, je prends quelques notes. Et puis, à la fin, je le remercie. Et je lui demande quel est le principe de la teinture moderne, qui est donc l'autre visite. Et il m'explique que c'est grosso modo le même type de technique. C'est juste que la poudre qui sert à teindre les pagnes est achetée au marché. Et donc, elle est déjà un peu toute faite et que c'est des groupes de femmes qui s'occupent de ça. Et du coup, le procédé est plus court parce que la matière première est plus efficace, quoi.
Et suite à ça, donc je lui demande si il a des questions dans l'autre sens pour moi, et il se trouve que ce monsieur qui avait un certain âge et était par ailleurs aveugle, donc pas forcément facile pour la teinture, me dit oui, j'ai une question. Et donc l'interprète traduit, et la question c'était comment ça se passe en France la teinture, du coup chez vous, comme vous êtes dans des pays modernes, j'imagine que c'est que de la teinture moderne. Et du coup, c'était une grande surprise pour moi cette question, parce que j'étais, en fait, je connaissais pas la réponse. En fait, je me suis rendu compte que je n'avais aucune idée de la façon dont mes vêtements étaient teints, ni où, ni dans quelles conditions. Et en plus, j'avais l'impression de faire un espèce de voyage dans l'autre sens, hyper rapide, où tout d'un coup, ça me remettait dans ma vie normale de française, et où il y avait, j'ai pris conscience du décalage incroyable entre ma façon de vivre et nos modes de vie et la leur, quoi. Et donc, j'ai essayé de lui dire que, en fait, déjà, je savais pas précisément, mais que c'était fait dans des usines. Et là, on a eu un problème de traduction parce que le mot n'existe pas, en fait, dans la langue locale. Donc, on a dû expliquer ce que c'était une usine. Et en fait, il n'a pas compris, quoi. Enfin, c'était difficile à comprendre. Et oui, pour lui, d'imaginer que c'était à grande échelle, probablement, et dans des conditions... on sait pas trop, quoi. On sait pas trop, voilà, exactement. Okay. Et donc, c'était difficile pour moi d'expliquer. Et je pense que c'était difficile pour lui de comprendre. Mais c'était très intéressant parce que ça mettait vraiment en avant ce décalage incroyable entre lui et moi. Ouais. Alors qu'on était tous les deux là autour de son trou dans la terre, on était au même endroit au même moment, et en tant qu'être humain, on était très proches. Ouais. Et en fait, ça a mis en perspective les différences très fortes de nos modes de vie, et qui questionnent aussi la façon dont nous, on vit. On consomme aussi, puisque finalement, tu ne savais pas, et on ne sait pas comment sont teints nos vêtements, quoi. Ce qui paraît complètement aberrant, j'imagine, pour eux, puisqu'ils savent, quoi, très bien comment ça se passe. C'est ça. Ouais, c'est intéressant. Et puis la deuxième anecdote, c'est toujours lors de ce voyage, on a été mandaté d'une certaine façon par une entreprise qui commercialise plutôt, qui fait fabriquer dans différents pays et notamment en Inde, et qui donc importe et vend en France des articles de mode de type foulard, et puis des accessoires, des boucles d'oreilles, un peu de textile, mais pas que, des accessoires en tout genre. Et quand on a préparé notre voyage, on les a rencontrés, et ils communiquaient beaucoup sur les principes du commerce équitable et leurs valeurs et leur façon de voir le commerce. Et ils en avaient fait des arguments marketing très forts. Donc ils se targuaient de ne pas avoir d'intermédiaires, de ne pas non plus avoir de matière plastique, du coup, comme il y avait très peu ou pas d'intermédiaires, de savoir qui produisait, et qu'évidemment ils s'engageaient contre le travail des enfants, enfin tout un tas d'engagements très forts qu'ils mettaient en boutique, sur leur site internet, etc. Et comme nous, on partait dans ce pays-là, en l'occurrence en Inde, ils nous avaient proposé d'aller faire une sorte d'audit de leurs fournisseurs, pour appuyer en fait leur justification, quoi, leur démarche, montrer que c'est validé par la tiers. Preuve, quoi. Exactement. Et donc on a fait ça, on a été un peu payés. Alors à l'époque on était étudiants, donc en fait je me rends compte aujourd'hui que c'était très peu d'argent, mais disons qu'on était plutôt défrayés. Et on a rencontré ces fournisseurs en banlieue de New Delhi. Et puis le premier qu'on a rencontré, c'était un peu la douche froide, parce qu'en fait le monsieur qu'on a rencontré lui-même n'était pas capable de nous dire qui fabriquait en bout de chaîne. C'est-à-dire qu'il avait lui-même de multiples intermédiaires, de sorte qu'il n'était pas capable de nous dire qui fabriquait. Il nous disait que les gens avec qui il travaille d'habitude, les bijoux ou les écharpes ou les accessoires sont généralement fabriqués en milieu extrêmement rural par des familles. Et donc on lui dit, mais comment est traité le sujet, par exemple, du travail des enfants Et il nous répond, le travail des enfants, évidemment, d'un point de vue conceptuel, tout le monde est contre, mais en vrai, on peut pas savoir. Puisqu'on ne sait pas qui produit, et que qu'il y a tellement d'intermédiaires, et que c'est généralement fait au sein de familles, on n'a pas les moyens de savoir, on n'a pas ce degré d'information et de précision.
Donc bon voilà, ça commençait fort. Ouais. Ça, c'était dans les toutes premières minutes. Ouais. Et puis il nous présente quelques produits qui vendent justement à cette marque-là, et on dit: ce bracelet-là, c'est quoi comme matière? Ça c'est du plastique. Ah d'accord. Et en fait, chaque argument, les uns après les autres, qui étaient énoncés par la marque comme répondant à des critères de commerce équitable, étaient en fait complètement hors de la réalité. Et donc, on s'est retrouvé avec un peu un dilemme, parce qu'on était censé faire ce rapport sur les normes que la marque respectait. Bien sûr. Et donc, manifestement, on pouvait pas le faire. Donc, on a pris contact avec des gens de la plateforme française du commerce équitable, pour lesquels on travaillait par ailleurs. Et puis, on a pris contact aussi avec des gens localement en Inde, qui travaillent pour le Bureau international du travail. Et puis on s'est posé des questions, parce que eux-mêmes, ils parlaient de commerce équitable, de commerce éthique, tout était un peu mélangé, on savait pas trop. Et donc on a un petit peu creusé, et la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que alors commerce équitable, évidemment ils y étaient pas du tout, mais que même sur donc le commerce équitable, c'est aujourd'hui attesté par des labels, donc par des auditeurs ou des labellisés, je sais pas comment dire. Ouais, en tout cas des entreprises externes, quoi, des tiers qui valident, qui voilà, valident, en fonction d'un certain cahier des charges très défini. Et donc là, on n'y était pas du tout. Et d'un point de vue commerce éthique, en fait, on s'est rendu compte que le commerce éthique, la définition, c'était de respecter les normes standards du travail, ce qu'on appelle un peu les normes standards. Donc, c'est les normes de l'OIT, quoi, de l'Organisation internationale du travail. C'est les droits de l'enfant, la Déclaration universelle des droits de la personne, etc. Et donc, en creusant un peu, évidemment, les principes, c'est pas de travail forcé, pas de travail des enfants, sécurité au travail, la liberté de s'associer, donc l'organisation collective, un peu tous les trucs qu'on connaît en France. Et évidemment, dans ce cadre-là, c'était pas du tout le cas. On était loin de ça, puisqu'on n'avait pas d'informations finalement sur les producteurs. Donc on a fait, au lieu de faire un rapport sur ce qu'ils respectaient, on a fait un rapport sur pourquoi vous n'en êtes pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce que c'est le commerce éthique, qu'est-ce que le commerce équitable, et qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous y inscrire pour de vrai. Et puis voilà, on a travaillé dans ce sens-là, en espérant qu'ils puissent améliorer leurs pratiques. En fait, ce qui était intéressant, c'est qu'ils n'étaient pas pires que les autres, d'une certaine façon. Bien sûr. Parce que c'est comme ça que aujourd'hui, les relations commerciales sont faites. En fait, on n'est pas capable de savoir qui produit. Donc, il y a énormément d'opacité. De toute façon, les intermédiaires, forcément, on perd toute traçabilité. Et souvent, ce qui se passe, c'est justement quand ça se passe, quand les fabrications sont au sein de familles ou ce genre de choses. Par exemple, il y avait une enquête du New York Times en Italie du Nord où ils se sont rendus compte que c'était des couturières qui travaillaient chez elles au sein de leur propre foyer, mais qui du coup, il y avait zéro traçabilité sur les conditions de travail. Elles étaient payées à la pièce. Enfin, c'était catastrophique, quoi, parce qu'en fait, dans certains pays, oui, tu travailles de chez toi, mais dans des conditions où t'as pas de sécurité sociale, il y a pas de congés payés, il y a pas tout ça, quoi. Donc, c'est ça. Donc c'était pas pire qu'ailleurs, mais en tout cas le vrai problème qui se posait, c'est qu'ils avançaient des arguments qui étaient pas fondés. Et ça, c'était un problème quand même. Ça, c'était un problème. Et pour la petite histoire, la marque n'existe plus. Alors, c'est pas à cause de nous. Enfin, quoi que j'en sais rien. Mais ça nous avait posé un souci. On s'était dit, s'ils continuent à utiliser ces arguments-là, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce que nous qui avons vu sur le terrain que c'était pas vrai, est-ce qu'on n'a pas un devoir un peu d'expliquer que c'est de la publicité mensongère, tout simplement? Parce qu'en fait, on trompe le client, et ça, c'est très grave. Parce que après, le client, il croit plus à rien, et donc ça remet en question toutes les vraies initiatives positives. Ce qui se passe un peu aujourd'hui, avec tout le greenwashing, les gens sont de plus en plus méfiants, quoi. C'est ça. Et il y en a plein qui rejettent en bloc des secteurs d'activité entiers. Je pense par exemple à la microfinance, parce qu'il y a de temps en temps un scandale, des institutions de microfinance qui font pas le métier d'une bonne façon, etc. On va parler un peu de finance, mais d'abord, je vais essayer de comprendre comment tu es arrivé à travailler dans la finance, parce que tu as commencé ta carrière dans la communication et la philanthropie. Et alors, comment on passe de la philanthropie à la finance? Quel a été un peu ton parcours?
Alors, en fait, j'aimerais bien parfois refaire un peu l'histoire et expliquer pourquoi j'ai choisi de travailler dans la finance. Mais la vérité, c'est que j'ai pas choisi. La vérité, c'est que donc j'ai fait une école de commerce et on avait des cours de compta et de finance et en fait, ça ne m'intéressait pas du tout. Et j'avais presque une position un peu dogmatique de dire que l'industrie était pourrie et que je voulais rien avoir à faire avec la finance de près ou de loin. Et en plus, j'étais dans une école qui était spécialisée en finance. Donc, je me souviens que mon père me disait tu veux pas faire la spécialisation en finance? Tu sais, c'est connu, je l'ai vu dans tel magazine, etc. Et donc, j'en avais fait une position de principe et donc, il n'était pas question que je travaillais dans la finance. Et il se trouve que je voulais travailler dans la philanthropie, ça c'est en termes de secteur, dans la solidarité. Et en termes de métier, j'avais plutôt envie de travailler dans la communication. Et donc j'étais en effet très loin de la finance, mais il se trouve que j'ai ensuite postulé à une offre que j'ai trouvée dans une fondation d'entreprise, donc toujours sur la partie philanthropie et toujours sur un métier aussi de communication. Et il se trouve que ce poste-là, qui était mon premier CDI, était au sein d'une banque française, le Crédit Coopératif. Okay. Et c'est comme ça que je suis entrée, non pas dans la finance, mais dans une banque en particulier, et pas sur un métier financier. Mais en cours de route, j'ai changé de métier. Donc Tu t'es égarée. C'est ça. J'ai changé de métier en fait plusieurs fois. C'est un peu la magie de la mobilité interne dans ce genre de structure. Et je me suis retrouvée à découvrir et apprendre ce métier d'investisseur dans des entreprises qui ont de l'impact, un impact positif sur la société. C'est un métier que j'ai découvert et que j'ai tout de suite adoré. Ok. Et qu'est-ce qui te fait aimer ce métier-là en particulier, du coup? Pourquoi t'en es presque tombée amoureuse, en fait, de ce métier-là? Alors, c'est un métier magnifique. D'abord... C'est bien parce que ça montre aussi une autre facette de la finance, parce qu'on a souvent une image un peu négative de ce monde-là, quand on est novice et qu'on n'y connaît rien. C'est vrai. Le métier d'investisseur, c'est un métier où on te demande de t'intéresser aux gens et aux choses, c'est-à-dire à des stratégies d'entreprise, etc. Et donc, en fait, déjà, d'une certaine façon, t'es payé pour t'intéresser, ce qui est fabuleux. Ce qui est pas mal. Toi qui es journaliste, c'est vrai. Tu vois, il y a un point commun. Aussi. Ouais. Et ensuite, on te demande d'avoir un avis sur tout ce que tu vois. Donc, on a plein d'entreprises qui cherchent à lever des fonds, qui nous sollicitent. Et donc, mais quand je dis plein, il y en a vraiment beaucoup. Et donc, nous, il faut qu'on soit capable d'avoir un avis assez rapidement, en se disant ça j'y crois pas. Là, il y a peut-être un risque. Là, il y a une force. Là, il y a un truc en plus. Là, il y a de l'innovation, etc. Donc, on a d'abord une tâche de découverte, puis d'analyse. Et donc, d'un point de vue intellectuel, c'est hyper intéressant, parce qu'en plus, l'esprit critique se forge au fur et à mesure. Ouais. Donc, plus tu le pratiques, et plus meilleur t'es d'une certaine façon. Okay. Donc ça, c'est le premier point, c'est cette curiosité et du coup l'apprentissage qui en découle, parce qu'on découvre des tonnes de modèles économiques, de secteurs d'activité, a fortiori quand on est généraliste comme je le suis. Et puis le deuxième élément, c'est les gens et le relationnel, parce que quand on finance une entreprise, on entre donc au capital et en général on prend une place dans la gouvernance. Alors une petite place, parce nous on est minoritaire, mais malgré tout on se réunit régulièrement et puis déjà le dirigeant nous rend des comptes d'une certaine façon, parce que puisqu'on lui a confié de l'argent, ils nous disent où ils en sont par rapport à leur prévisionnel, etc. Mais ce comité, on appelle ça souvent un comité stratégique par exemple, ou un conseil d'administration, c'est aussi un espace de dialogue hyper important, et notamment dans des entreprises où les dirigeants sont très seuls. Les dirigeants en fait sont entourés toute la journée parce qu'ils ont des salariés, des clients, des partenaires, des tonnes de gens à convaincre, etc. Mais en termes de décision, ils sont très isolés. Et donc le soir, quand ils rentrent chez eux, c'est d'ailleurs souvent très tard, ils sont de nouveau un peu tout seuls avec leurs décisions qui ont des conséquences importantes sur plein d'autres gens, notamment leurs équipes.
Et ça, c'est très dur dans un contexte global où il y a beaucoup de travail et beaucoup de pression et beaucoup d'enjeux. C'est difficile de parfois prendre du recul. Et donc nous, en tant qu'investisseurs, par le biais de cette instance-là, qui donc peut s'appeler un comité stratégique, on crée cet espace de dialogue pendant lequel, évidemment, nous, on n'apporte aucune solution, puisqu'on n'y connaît rien. Nous, si on était aussi compétents qu'eux, on serait à leur place et pas à la nôtre. Donc, c'est pas nous qui apportons des réponses. Par contre, on crée un endroit où la discussion fait qu'on les aide à réfléchir, on les aide à prendre du recul, en leur posant des questions, tout simplement. En fait, c'est assez basique, mais souvent, à la fin, les choses sont plus claires. Et on les aide en fait à trouver les solutions à leurs propres problèmes. En discutant, ok. Généralement, les dirigeants avec lesquels on travaille c'est des gens qui sont exceptionnels. On les a choisis d'ailleurs aussi pour ça. C'est des gens qui sont souvent qui cumulent beaucoup de talents et donc c'est hyper enrichissant de juste de parler avec eux et d'être à leur côté, quoi. Ouais, je me doute. Donc c'est passionnant. On est dans un environnement où on apprend plein de choses et où on est au contact de gens hyper intéressants. Ok. J'ai lu aussi, pour continuer un peu dans la finance et la finance éthique, pour creuser ce sujet-là, que tu avais participé au développement de GABV, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais Global Alliance for Banking on Values. C'est un réseau mondial de banques éthiques, et que tu avais co-construit aussi un MOOC au sein du MIT qui s'intitule Just Banks, dont l'objectif est de promouvoir un modèle de banque plus responsable. Du coup, je me demande, c'est quoi une banque responsable, une banque éthique? Ça veut dire quoi? Alors, l'éthique, c'est en lien avec, donc c'est une activité ou quelque chose en lien avec des valeurs morales. Les morales, c'est en lien avec les valeurs des gens. Donc, je pourrais presque retourner la question en disant une banque éthique, c'est une banque qui respecte tes valeurs. Et donc, finalement, quelles sont tes valeurs? Okay. Bon, ça, c'est le côté un peu individuel ou personnel de la morale. En fait, il est communément admis que la morale, c'est aussi des valeurs de société, que sont la transparence, l'honnêteté, le fait de pas abîmer, le respect, etc. Et donc, appliquer ça à l'industrie de la banque, c'est possible. C'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est une bonne nouvelle. En fait, dès lors qu'on parle de secteur éthique, que ce soit la banque ou autre chose, c'est toujours en relation et en opposition avec l'actualité, la façon dont c'est fait aujourd'hui, qui est inéthique. Je sais pas quel est le... Je sais pas trop le contraire d'éthique, en tout cas. Il y a un mot, ça existe en anglais, mais en français, je sais pas. Ouais. Donc c'est toujours... la banque éthique, c'est une réponse à un système actuel défaillant. Mais en fait, normalement, c'est la façon dont la banque devrait exister. Un peu comme le commerce équitable. Le commerce équitable existe parce que la façon dont on fait du commerce aujourd'hui est injuste, de façon un peu générale. En fait, tout le monde devrait faire du commerce équitable, c'est-à-dire bien traiter tes producteurs, mieux répartir la valeur, être transparent. C'est des choses un petit peu basiques. Donc, appliqué à la banque, et c'est ce que s'efforcent de faire les banques éthiques, il y a, je dirais, deux leviers, deux domaines. Le premier concerne l'offre de la banque en tant qu'institut bancaire. Donc la banque, c'est quoi? C'est un institut qui récupère de l'épargne d'un côté et utilise cette épargne pour prêter à des agents économiques, des individus ou des entreprises ou d'autres agents économiques qui ont besoin d'argent extérieur. Donc, à travers cette activité, l'idée, c'est, par exemple, de dire, moi, je ne finance pas tel et tel secteur, parce que j'estime que ce sont des secteurs qui polluent et que je ne veux pas cautionner et encourager ces pratiques. Donc, c'est typiquement ne pas financer les mines de charbon, les centrales pétrolières, les hydrocarbures, et tout un tas de secteurs qui seraient controversés. On peut dire dans le même sens, il y a des secteurs que je veux qu'on finance en priorité ou en particulier.
Par exemple, les énergies renouvelables, pour rester sur l'énergie, mais ça peut être d'autres secteurs, je sais pas, l'habitat social, les coopératives, ça peut être les PME. Bon voilà, il y a un peu si on devient plus fin, après, il faut qu'on s'interroge sur nos propres valeurs. Par exemple, une PME locale qui emploie des gens dans des régions où il y a beaucoup de chômage, mais qui pollue parce que c'est une activité industrielle et en même temps on a besoin de cette industrie dans nos modes de vie actuels. Est-ce que c'est bien ou mal? Bon, voilà, je laisse chacun répondre à cette question. Il y a de la nuance aussi à mettre partout de toute façon. Exactement. Okay. Mais donc la banque éthique peut avoir des domaines un peu privilégiés en termes de financement. Okay. C'est le cas de la NEF, du crédit coopératif, qui vont en particulier financer les énergies renouvelables, les projets sociaux, culturels, etc. Donc il y a les exclusions, j'en ai parlé tout à l'heure, et puis il peut y avoir aussi des produits bancaires responsables ou solidaires qui peuvent mettre en place. Par exemple, des prêts pour faire des travaux chez toi, dont le taux baisserait en fonction de l'efficacité énergétique de tes travaux, que tes travaux permettent. Voilà, un peu d'ingénierie sur des produits ou des services bancaires en lien avec la transition écologique, par exemple. Ouais. Okay. Donc ça, c'est la partie qui concerne l'offre bancaire, donc ce que fait la banque dans son métier de base. Et ensuite, il y a tout un tas de critères sur la façon dont elle le fait, c'est-à-dire ses modes de production ou ces modes de fonctionnement. Et donc là, on va retrouver en fait les principes un peu RSE classiques. Et donc, c'est tous les engagements de la banque en tant qu'agent économique, donc la façon dont il traite, la structure va traiter ses salariés. Donc, on va retrouver des engagements sur la parité homme-femme à l'intérieur de l'entreprise, des trucs sur les personnes en situation de handicap, tout un tas d'engagements. Oui, après, il y a le fonctionnement en interne de la banque, quoi, voilà, en tant qu'entreprise. Exactement, mais toujours lié au métier de la banque peut prendre aussi des positions assez fortes, par exemple sur les paradis fiscaux. Alors c'est le cas aussi pour n'importe quelle entreprise, mais a fortiori pour une banque qui a un métier d'argent, quoi, et donc ou qui a une facilité. C'est plus compliqué d'aller chercher des paradis fiscaux quand on est une PME locale. Quand on est une banque, c'est hyper facile, quoi. Donc voilà, s'engager sur 0 paradis fiscaux, s'engager sur pas de spéculation, ni pour compte propre, c'est-à-dire ni pour le compte de la banque, ni pour ses clients. Ça peut faire partie des principes un peu de gestion qu'on juge éthique. Okay. Et puis après d'autres critères RSE de type mettre des critères RSE dans la politique d'achat, par exemple, ou intégrer des critères de ce type-là dans les rémunérations variables des dirigeants. Ça, c'est des trucs qui sont intéressants aussi parce que c'est quand même par l'argent souvent que on motive les gens. C'est vrai. Voilà, donc je dirais pour résumer que une banque éthique, c'est une banque qui a un engagement et une responsabilité à la fois dans les secteurs qu'elle finance ou qu'elle finance pas, et dans sa façon de travailler et d'être une banque. Qui est cohérente en fait, de façon générale sur tout ce qu'elle fait. Ok. Et de façon générale, quel est le pouvoir de la finance aujourd'hui pour participer à la transition vers un monde plus durable, plus écologique, plus juste? Alors, quand tu dis le pouvoir de la finance, est-ce que tu parles du pouvoir des professionnels de la finance dont je fais partie? Est-ce que c'est ça? Plutôt, oui. Ouais, c'est... Ou est-ce que c'est les propriétaires, c'est-à-dire ceux qui détiennent l'argent qui est utilisé? C'est une bonne question, mais là on va plutôt parler de la finance sur les professionnels de la finance, quoi, de ce côté-là, parce que après on va détailler aussi avec tout ce que tu fais, mais c'est plutôt sur l'investissement, ce genre de choses, donc plutôt. Alors, les professionnels. Les professionnels ont du pouvoir parce qu'ils sélectionnent. Ils sont payés pour sélectionner et déployer de l'argent dans certaines industries ou certaines entreprises et pas dans d'autres. C'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure dans mon cas personnel aussi. Et donc, il y a une forme de responsabilité et de pouvoir sur ce maillon-là. Mais la vraie question, je pense, c'est cette sélection-là, les critères de cette sélection, d'où viennent-ils ? Et la réponse, c'est quand même qu'on a tous des clients, et l'argent qu'on déploie, il est déployé pour le compte de quelqu'un d'autre. Si c'est pas ton argent, moi je déploie de l'argent aujourd'hui, c'est pas mon argent. Donc j'ai une forme de pouvoir parce que je sélectionne, mais je sélectionne bien selon des critères qui ont été prédéfinis. Donc je dirais que le pouvoir se situe du côté de ceux qui détiennent l'argent et qui fixent des règles, ou d'ailleurs qui n'en fixent pas. Ça dépend.
c'est un peu à l'image de, tu sais, on dit que consommer, c'est voter, et que chaque acte a des conséquences. C'est un peu l'image d'acheter du poulet à 3 € le kilo. Tu peux pas ignorer les impacts négatifs d'un élevage qui te permet de manger une escalope à quelques centimes. Enfin, tu peux ignorer et mettre sous le tapis, mais tu peux pas dire que tu n'avais pas les moyens de le deviner. D'un point de vue, enfin, si on reste sur le poulet, c'est forcément du poulet qui n'est pas élevé en France, parce qu'en France, on n'arriverait pas à sortir ces prix-là. Donc, selon quelles normes, dans quel pays, du coup, si c'est loin, le transport, l'impact carbone. Je parle même pas du bien-être animal. Et puis, les gens qui travaillent, ils sont payés comment, ils font combien d'heures, etc. C'est un peu pareil pour la finance. C'est-à-dire que alors c'est pareil puisqu'on est sur le sujet de la mode quand même. C'est évidemment pareil quand tu achètes un t-shirt à 2,99 € sur Internet, tu ne peux pas ne pas savoir. Tu peux choisir de pas y penser, mais tu ne peux pas décemment ne pas savoir que c'est forcément fait dans des pays lointains, dans des pays où il n'y a pas de protection sociale, où les gens travaillent comme des fous pour gagner rien, et puis bon, tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Dans la finance, c'est un peu pareil, mais c'est moins direct. Parce que l'argent qui est investi aujourd'hui, il appartient bien à des gens. Et quand c'est des gros fonds d'investissement qui investissent, derrière, il y a... D'où vient l'argent ? Il vient quand même d'entreprises, voire d'individus. C'est les fonds de pension américains, c'est les retraites des gens. Donc c'est l'agrégation de fonds de retraite, donc d'individus. Et donc, je pense que le pouvoir, il est là, qu'on n'en a pas toujours conscience. Alors, pour ça, il faut avoir un peu d'argent, parce que si c'est pour l'histoire de 2 000 € sur un compte courant, l'impact est quand même relativement modéré. Mais dès lors qu'on a un peu d'épargne, je pense que c'est des questions qu'on peut se poser et qu'on peut poser aussi à nos chargés de clientèle dans nos banques. J'ai fait l'expérience il n'y a pas très longtemps et mon chargé de clientèle m'a proposé un produit d'assurance vie et je lui ai demandé à quoi servait l'argent et qu'est-ce que cet argent financerait si jamais je venais à souscrire à ce produit. Et il m'a fait une réponse totalement obscure, hein, j'ai rien compris, alors qu'en plus... Alors que tu travailles dans la finance, très bien. Il m'a dit oui, il y a une partie sur le fonds euro et l'autre sur les marchés financiers. Ok, donc ça c'était sa réponse définitive, quoi. Enfin, il y avait rien d'autre. D'accord. Mais donc une fois qu'il m'a dit ça, moi je n'ai pas la réponse toujours à ma pas question. D'information. Et donc c'est utilisé comment, à qui, pourquoi, est-ce qu'il y a des exclusions, est-ce qu'il y a des secteurs privilégiés, dans quelles conditions. Bon, évidemment, il n'a pas répondu à la question parce qu'il n'en sait rien. C'est cette histoire d'intermédiaire dont on parlait tout à l'heure. Si la chaîne est faite de multiples intermédiaires, en fait, au bout du compte, tu sais pas bien. Mais c'est quand même dans mon cas pour l'assurance vie et dans le cas de n'importe qui, c'est quand même notre argent. Et donc, c'est nous qui avons le pouvoir. Et je crois que si on est de plus en plus nombreux à poser les bonnes questions, c'est-à-dire de ne pas se contenter de cette réponse à laquelle personne ne peut rien comprendre, mais de dire, alors j'ai pas bien compris, est-ce que vous pouvez me réexpliquer plus en détail. Est-ce que par exemple cet argent pourrait servir à financer des centrales, je sais pas, des mines de charbon, des mines de diamants en Afrique, des centrales pétrolières offshore, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, quels sont les critères, etc. Enfin, voilà, il est là le pouvoir en fait. Je crois que c'est important de prendre conscience qu'il y a une forme de pouvoir et le premier pas là-dedans, c'est d'interroger nos professionnels à nous qui gèrent notre argent ou qui proposent des produits pour qu'eux-mêmes fassent remonter les questions et que ça amène plus de transparence sur toute la chaîne. Ouais. Non, mais c'est hyper intéressant. On va parler maintenant aussi de ce que tu fais aujourd'hui. Donc, tu as rejoint en mai 2021 Enowi, qui est une structure d'investissement, un fonds de private equity spécialisé dans l'investissement à impact. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire exactement pour les personnes qui vont nous écouter, qui vont se dire « mais de quoi elle parle ?» Alors, le private equity, c'est la version anglaise. En français, on dit le capital investissement. Le capital investissement, c'est de l'argent qu'on investit dans des sociétés qui sont pas cotées en bourse.
Et d'ailleurs, c'est de là que vient le mot private de private equity. C'est par opposition au marché boursier qu'on appelle public parce qu'ils sont ouverts au grand public d'une certaine façon. Ok. Donc c'est le capital investissement. On appelle ça aussi, et c'est des mots que vous connaissez, que vous voyez régulièrement dans les médias, le venture ou le venture capital ou le capital risque quand il s'agit de start-up. Donc quand il s'agit d'entreprises récentes en forte croissance. C'est un des maillons du capital investissement, c'est pas le seul, c'est d'ailleurs une petite partie. L'essentiel du capital investissement, c'est plutôt des entreprises matures, rentables, en vitesse de croisière, qui ont besoin d'argent pour développer un nouveau produit, un nouveau procédé, une nouvelle ligne de production, etc. et qui sont déjà au taquet de ce qu'elles peuvent emprunter à la banque. Parce que les financements bancaires sont hyper répandue dans le développement d'une entreprise. Donc, c'est comme ça qu'elle se développe. Elle emprunte et puis elle rembourse ensuite. Mais il y a un moment donné où on arrive au taquet de ce qu'on peut lever en dette. Et donc, on a besoin à ce moment-là de renforcer son capital, c'est-à-dire d'ouvrir son capital à des actionnaires extérieurs, dont des fonds de private equity, donc de capital investissement. Très bien. Je sais pas si si, déjà je pense que c'était très clair. En tout cas, moi, j'ai bien compris. Et bon, je ne connais pas grand-chose à la finance, donc j'espère que, bon, si c'est pas le cas, les gens qui nous écoutent pourront toujours nous poser des questions un peu plus en détail. Mais en tout cas, j'ai bien compris. Et alors, Enoui, c'est ce que vous faites. Oui, exactement. Enoui, derrière, c'est l'histoire d'une personne en particulier qui s'appelle Hugues Soupari, qui a créé une entreprise il y a une 40aine d'années et qui l'a revendue il y a 2 ans. Et puis, à l'issue de la session, il a interrogé ses 2 enfants qui ont la trentaine et qui sont en fait très impliqués sur les sujets environnementaux et sociaux. Et donc, ils ont décidé d'utiliser cet argent à mi-chemin entre l'investissement classique et, je dirais, la philanthropie. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert l'investissement à impact, ou l'impact investing en anglais, qui est le fait d'utiliser cet argent dans un métier de capital investissement, donc de private equity, c'est-à-dire d'investir au capital d'entreprise, mais de choisir en priorité des entreprises qui ont un impact positif pour l'environnement ou pour la société. D'accord. Voilà ce qu'on fait. Très bien. Ce qui répondait aussi à ma question d'après sur c'est quoi un investissement à impact. Du coup, c'est parfait. Tu as répondu aussi à la question. Donc, vous, c'est ce que vous faites. Mais j'ai l'impression que c'est pas tellement répandu en France, ou alors je me trompe peut-être, mais est-ce que les fonds investissent suffisamment aujourd'hui dans les projets engagés, et plus particulièrement dans la mode, parce que c'est le sujet évidemment qui m'intéresse? Alors, il y a 2 façons, je pense, de répondre à cette question. En effet, on va appeler ça les fonds à impact, c'est-à-dire les fonds d'investissement qui ciblent des entreprises qui ont un impact social ou environnemental fort à travers leur activité. C'est relativement récent. Et en même temps, la tendance, c'est un peu une croissance exponentielle. Donc, pour donner juste un chiffre, en 2007, l'investissement à impact, ça représentait $1 milliard dans le monde. Ok. C'est un peu le point de départ, quoi. Vous voyez, c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, 2020, c'est 730 milliards. D'accord. De dollars. Oui, donc au moins ça a bien progressé. Exactement. Alors pourquoi moi j'ai tendance à penser que c'est parce que l'opinion publique fait pression. Les gens commencent à s'intéresser ça fait un peu boule de neige, ils s'intéressent à ce qu'on appelle l'investissement à impact, et puis tout d'un coup ils s'y intéressent de plus en plus, et puis on le voit dans les médias, il y a des articles, puis bref. Puis on voit que c'est rentable aussi finalement. On voit aussi que c'est rentable, absolument. Et donc ça amène les gestionnaires de fonds, les gérants de fonds à se poser des questions, à construire des mécanismes de ce type-là. Donc, si la question c'est est-ce qu'il y a suffisamment d'argent aujourd'hui pour financer des entreprises qui ont un impact positif, moi je dirais que oui, parce que toutes les semaines presque, on voit des nouveaux fonds d'investissement se créer sur ce thème-là. Alors après, avoir un impact social ou environnemental, ça peut se définir, mais c'est pas des définitions noires ou blanches. Il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de oui, gris. Il n'y a pas un cahier des charges commun, c'est Non. ça en fait. Ok.
C'est chaque fonds qui va déterminer un peu son cahier des charges. Exactement. Par exemple... Et vous, chez Enoui, vous avez une liste de critères pour les projets dans lesquels vous investissez? Peut-être que ça peut nous donner une idée des... Oui, absolument. Nous, notre définition, donc chaque fonds a un peu sa définition, c'est en lien avec cette histoire qui détient l'argent, les propriétaires de l'argent, c'est eux qui fixent les règles du jeu. Chez Enoui, notre définition de l'investissement à l'impact, c'est des entreprises, donc c'est financer des entreprises qui ont un impact positif sur la société à travers soit leur activité, soit les modes de production. Et notre grille de lecture, c'est en 2 temps. On va d'abord qualifier et comprendre l'impact d'un point de vue sectoriel. Donc, est-ce que ça répond à un enjeu, d'économie circulaire, de lutte contre les déchets, par exemple, ou de diminution des déchets, ou alors de lutte contre les inégalités, ou d'économie d'eau, etc. On va regarder quels sont les enjeux. Et nous, on les a pondérés de notre côté. C'est-à-dire qu'on a fixé des enjeux qu'on estime prioritaires et d'autres qu'on estime importants mais moins prioritaires. Okay. Donc, ça donne une première grille de lecture. Donc ça veut pas dire qu'on finance pas des entreprises qui sont pas dans nos trucs prioritaires, mais du coup ils vont avoir globalement une note moins bonne et ça nous permet d'orienter. Bien sûr, oui, j'imagine qu'il faut classer aussi un peu en fonction des priorités, quoi. Exactement. Okay. Donc ça c'est l'aspect sectoriel et ensuite on a des critères extra-sectoriels et on va essayer de qualifier la réponse apportée par l'entreprise, donc soit par l'activité, soit par les modes de production. Et sur ce point-là, on a 2 enjeux. On a le sujet de est-ce que la réponse apportée par l'entreprise est innovante, présente une innovation par rapport à ce qui existe déjà. Ça, c'est un point important. En gros, est-ce que ça apporte quelque chose de nouveau pour la société? Et le deuxième point, c'est est-ce que c'est impactant au sens est-ce que ça peut être déployé massivement ou est-ce que c'est un petit sujet qui concerne un petit nombre de personnes dans une petite région. Voilà, c'est toujours l'idée d'avoir le plus d'impact possible. Ça, c'est sur la qualification de ce que fait l'entreprise et ensuite on va essayer de comprendre on a un critère du coup sur les dirigeants, leur intention. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont sincèrement motivés par les sujets d'impact ou est-ce que c'est plutôt opportuniste? Et on a mis un autre critère sur leur capacité d'entraînement, parce qu'on pense que c'est important aussi d'être un peu porte-parole ou un peu emblématique sur des sujets, parce que ça va en inspirer d'autres et que là aussi, ça peut faire effet boule de neige. Ouais, c'est intéressant. Donc vos critères sont intéressants. Ouais. Merci. on a réfléchi beaucoup sur ces sujets-là depuis longtemps. Ouais. Et donc on applique à la fin ça fait un peu usine à gaz, mais un bonus et un malus en fonction des critères qui seraient pas dedans, mais qu'on a envie d'apporter. Donc les malus, typiquement, c'est les externalités négatives. Si les modes de production, si on trouve que l'entreprise est super, mais quand même dans son mode de production, il y a un moment où elle pollue, ça va apporter un malus. Et donc à la fin, on a une note sur 100. Qui n'est pas une fin en soi, mais qui est un outil de lecture dans notre sélection des dossiers. Vous qui vous aide aussi. Et d'ailleurs, tu as des exemples d'entreprises que vous avez financées ou vous financez, et notamment dans la mode, peut-être que ça parlera à certaines personnes pour se dire « Ah oui, tiens, ok, je vois très bien le type de projet, quoi. » Alors, par exemple, on est actionnaire de DreamAct. Ouais. Que j'ai interrogé. Exactement. Et Diane était ici à ma place il y a quelques temps. Alors DreamAct, c'est un bon exemple parce que d'un point de vue sectoriel, la consommation éco-responsable, nous, c'est un des enjeux prioritaires. Donc c'était un premier point vraiment important. Et ensuite, sur la qualification de la réponse apportée par l'entreprise à l'enjeu, alors est-ce qu'il y a une innovation? Oui. DreamAct, c'était une des premières marketplaces des produits éco-responsables. Maintenant, il y a des concurrences ce qui montre en plus qu'on s'est pas trompé. Donc ça a donné naissance à d'autres ça a inspiré exactement, ça a inspiré d'autres initiatives. Est-ce que c'est impactant en termes de volume et est-ce que ça peut devenir gros? La réponse est oui. Puisque c'est donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un site de e-commerce sur lequel vous pouvez acheter toutes sortes d'objets éco-responsables. Des vêtements aussi. Des vêtements notamment. Ouais. Il y a clairement un gros potentiel d'impact en volume. Et ensuite, il y avait la question du management et des fondatrices. Et donc, est-ce qu'elles sont sincèrement impliquées sur les sujets d'impact positif? Alors clairement, oui. Là, il y a aucun doute. Ça c'est sûr qu'elles sont très engagées. Voilà, mais ça c'est un point important pour nous et globalement pour les investisseurs dans l'impact. Et puis la capacité d'entraînement, oui aussi. Et d'ailleurs, on l'a vu puisque depuis que DreamAct existe, comme on le disait tout à l'heure, il y a plein de concurrents qui sont arrivés. Donc ça montre bien qu'elles ont inspiré plein d'autres personnes. Ok,
Ouais, c'est intéressant. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu parles des volumes aussi, parce que dans la mode, c'est un gros sujet dans l'industrie textile, sur la surproduction ou ce genre de choses. Ça, je sais, enfin, après, c'est peut-être pas, tu vas peut-être pas pouvoir répondre à cette question, mais est-ce que ça fait partie des critères de voir un peu, enfin, de voir que l'entreprise va grossir, mais de façon saine, sans se dire je vais conquérir le monde et du coup surproduire et donc surpolluer. Est-ce que ça fait partie des critères? Je ne sais pas si c'est facile à évaluer quand on est un fonds à impact. En tout cas, dans l'industrie textile, c'est aujourd'hui une des problématiques majeures de voir que les marques doivent, les marques éthiques vont grossir, mais qu'elles doivent le faire sainement, quoi, sans surproduire comme la fast fashion, par exemple. Je dirais que c'est des choses qu'on prend en compte dans la sélection des projets au démarrage. On va pas financer une entreprise qui produit, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple, qui utilise par exemple un mode de teinture bio ou qui pollue pas par rapport à ce qui existe aujourd'hui et qui va produire énormément de vêtements qui utilisent cette teinture-là. Il faut qu'on considère l'impact global. Donc si c'est juste une cohérence. Ouais, si c'est juste une des matières premières qui est éco-responsable, mais que le reste ne l'est pas forcément, ça va pas forcément rentrer dans nos critères. Par contre, c'est quand même un peu une question. On regarde toujours même quand c'est pas le sujet, c'est-à-dire quand c'est plutôt l'impact par l'activité et pas trop par les modes de production, on regarde quand même les modes de production. Par exemple, on finance aujourd'hui Inside Vision qui propose une tablette PC pour les aveugles et notamment en milieu scolaire. C'est du Made in France, donc eux ils ont souhaité vraiment avoir cette démarche-là en plus. L'impact, c'est quand même clairement avant tout de l'impact social et l'inclusion des personnes handicapées et le fait qu'elles soient beaucoup mieux intégrées, en l'occurrence il faut dire incluses parce qu'il y a une nuance, mais mieux intégrées dans la société. Ça pose quand même la question de l'approvisionnement et il y a des sujets qu'on peut pas régler. Par exemple, les cartes mères, on n'en fabrique pas en France. Donc, typiquement dans ce genre de grille d'analyse, on aura un malus dans la grille que je présentais tout à l'heure, mais on va considérer que l'impact positif est nettement supérieur et que c'est ça. Ok, non mais c'est intéressant et c'est encore une fois il y a de la nuance partout quoi. Enfin je veux dire il y a pas un projet qui est parfait et un autre projet qui est très nul quoi. Ça n'existe pas, ça marche pas comme ça. Ce serait plus simple mais ça ne marche pas comme ça. Et je voulais aussi te demander parce que c'est vrai que pour avoir discuté avec pas mal de marques de mode aujourd'hui, certaines hésitent à faire appel à des fonds d'investissement parce qu'elles ont peur de perdre leur indépendance et donc leur éthique, enfin que ce soit un peu effet boule de neige, un peu négatif. Comment vous garantissez que les marques donc dans lesquelles vous décidez d'investir ne perdent pas ces valeurs-là? Est-ce que il y a une évaluation qui est progressive ou vous faites des points régulièrement sur il faut garder en tête quand même les valeurs et l'éthique de départ sans les perdre justement dans une croissance ou ce genre de choses. Je sais pas si ma question est très claire, mais en tout cas c'est une peur qu'expriment certaines marques quoi, en se disant si je fais rentrer dans mon capital des actionnaires un fonds d'investissement, j'ai peur de perdre mon indépendance et mes valeurs. En fait, il y a deux sujets, je crois, dans ta question. C'est comment nous, en tant que fonds impact, on s'assure que les dirigeants ne perdent pas leur valeur de vue, ou est-ce que c'est quels sont mes conseils pour les dirigeants pour faire entrer leur capital des fonds qui vont pas leur tordre le bras? Je pense que c'est plutôt la deuxième partie de la question. C'est plutôt pour les marques qui auraient peur de faire rentrer parce que parfois on arrive à un stade et tu l'expliquais très bien où on est limité, on a besoin peut-être de capital, mais comment on répond un peu à cette peur de perdre, de ne pas faire rentrer les bonnes personnes peut-être? Alors, c'est la question du choix de son investisseur. Comment on choisit son investisseur? Alors, ma réponse, elle est assez simple. En fait, quand vous ouvrez votre capital et que vous levez des fonds, vous allez être en contact avec plein de gens différents. Et certains plus que d'autres, c'est ceux qui vont instruire votre dossier. Et l'instruction d'un dossier, donc c'est le moment, on appelle ça aussi la due diligence, c'est le moment où la personne qui représente le fonds va analyser votre entreprise. Donc, elle va vous poser tout un tas de questions sur votre stratégie, sur l'équipe, sur les comptes,
concurrents, le marché, vos modes de production, etc., la façon dont vous voyez les choses, votre ambition, etc. On va aussi beaucoup s'appuyer sur les chiffres et donc il y a des jeux de questions-réponses qui peuvent être longs, qui peuvent être denses, qui s'étalent sur plusieurs semaines. Le fonds va aussi rencontrer d'autres personnes clés dans l'entreprise. C'est des relations qui sont assez rapprochées. Et le fonds, l'investisseur, il utilise cette période-là pour bien comprendre qui vous êtes, comment vous fonctionnez, quelles sont vos priorités, quel est votre style de management, etc. Et à l'inverse, il faut que, en tant que dirigeant, vous utilisiez la même période de contact rapproché pour poser des bonnes questions à vos investisseurs potentiels, pour apprendre à les connaître. En fait, les fonds d'investissement se ressemblent pas. Ils ont tous des modèles un peu spécifiques. Et c'est pas la même chose de travailler avec un fonds d'investissement qui lève des fonds auprès d'investisseurs institutionnels de type mutuelle, banque, etc., que de lever des fonds auprès de fonds, pour la répétition, qui viennent d'une famille, par exemple, comme c'est notre cas chez nous, ou des business angels qui investissent individuellement. Ou encore le financement participatif, auquel cas sont in fine des particuliers qui investissent. Donc tout ça est très différent. Les modèles économiques des fonds sont différents et leurs propres critères et leurs propres enjeux sont différents. Par exemple, il y a le sujet toujours qu'il faut poser à un moment donné, c'est celui de l'horizon temps. Pour combien de temps le fonds il veut vous financer et au bout de combien de temps il va vous demander de sortir, c'est-à-dire on appelle ça trouver une liquidité à votre investisseur. Et ça, c'est important de l'avoir en tête parce que le temps passe vite et si c'est 4-5 ans ou 7-8 ans, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas la même chose. Et donc, c'est des choses que le fonds sur lesquelles il peut vous répondre rapidement parce que lui qui lève des fonds pour d'autres gens, c'est des choses qu'il a fixées en amont. Il a levé des fonds en précisant la façon dont il allait les utiliser et selon quelle modalité. Donc, c'est des choses qui sont établis. Fixés, quoi, ouais. Okay. Pareil pour les espoirs de retour financier. C'est des questions que vous pouvez poser. Et donc, moi, je pense que c'est important d'utiliser cette période-là pour comprendre qui ils sont. Et puis aussi, individuellement, la personne que vous avez en face de vous, c'est elle que vous allez voir ensuite dans votre comité stratégique. Est-ce que vous pensez qu'elle peut vous apporter des choses ? Est-ce que vous pensez que elle est pertinente aussi, peut-être et sur les sujets d'impact, par exemple, c'est hyper important parce que il y a, comme je le disais tout à l'heure, il y a énormément de fonds qui se créent chaque semaine. Il y en a qui sont plus ou moins, disons, sincères ou précis dans leur intention. Un peu comme partout. Un peu comme partout, exactement. Et si, par exemple, dans votre entreprise, vous avez choisi de produire en France, mais que ça vous coûte 25% plus cher, et que du coup, ça joue sur la rentabilité, il vaut mieux savoir à l'avance que vous êtes aligné sur ce point avec vos investisseurs et qu'ils vont pas vous dire le taux de marge habituel dans cette industrie c'est 40%, vous êtes à 20%. Il faut aller ailleurs, quoi. Exactement. Ouais. Il vaut mieux avoir un fonds qui valorise ça en disant vous êtes pas encore rentable parce que vous produisez en France, en fait c'est une bonne nouvelle parce qu'on va transformer ça en argument marketing, parce qu'on va pouvoir cibler des gens que ça intéresse particulièrement, peut-être même qu'on va pouvoir augmenter les prix parce que ces gens-là sont prêts à payer plus cher, etc. etc. Donc ça c'est sur la partie impact, il faut aussi poser des questions sur leur façon de voir les choses aujourd'hui et dans le futur. La période en fait d'instruction là, c'est un peu une période de séduction mutuelle. Mais ça des deux côtés, quoi. Des deux côtés. Donc il faut pas louper le côté où vous-même il faut être sûr, bien connaître votre investisseur. Okay. Et puis je dirais c'est un peu bête, mais est-ce que vous avez envie cette personne-là de la revoir une fois par trimestre pour échanger ? Est-ce que vous la trouvez sympa ? Est-ce que vous trouvez qu'elle écoute bien ? Finalement, c'est un peu comme le choix de ses fournisseurs, de ses partenaires, quoi. C'est un nouveau partenaire. Il faut être sûr d'être correctement aligné sur les valeurs, sur tout ça, quoi. Oui, et vous pouvez aussi, moi je l'ai très peu vécu ça, je sais même pas si je l'ai vraiment vécu, mais vous pouvez aussi demander des références. Vous pouvez leur demander par exemple des entreprises que la personne aurait financées dans le passé et au comité desquelles elle aurait été présente et demander à contacter les dirigeants de ces entreprises-là pour savoir comment ça s'est passé. Okay. Ça, à mon avis, c'est assez puissant. Alors, je sais pas si si je devrais dire ça, mais honnêtement, un investisseur qui est bienveillant, utile, ça se sait, je crois.
je pense. Comme pour tout, enfin, Donc ça vaut le coup, ouais, je pense, de ouais. poser cette question et vous voyez si la personne en face a pas envie de vous donner de référence, c'est peut-être point d'interrogation. Plutôt mauvais signe peut-être, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Non, mais c'est hyper pertinent. Et d'ailleurs, quels sont les intérêts à faire appel à vous plutôt qu'à faire appel à l'ITA, par exemple? Je dis l'ITA parce qu'en fait, il y a beaucoup donc pour expliquer ce que c'est une plateforme de financement qui permet aux particuliers de devenir actionnaires d'un projet. En l'occurrence, moi, par exemple, j'ai acheté quelques actions chez Patine, la marque Patine, qui a fait ça sur l'ITA, qui a ouvert son capital à ses clientes fidèles. Enfin, en tout cas, c'est bien quand on est cliente parce qu'on connaît déjà le projet. Mais quels sont les intérêts à faire appel à Enoui plutôt qu'à l'ITA? Ou alors, ça n'a tellement rien à voir que finalement, c'est pas tellement des intérêts, mais c'est des questions personnelles, quoi. J'avoue, je sais pas. Alors c'est aussi un peu la question du choix de l'investisseur, c'est très proche. La première chose, c'est que c'est pas exclusif. On peut très bien faire les deux. Ok, c'est déjà bien de le savoir. Quand on lève de l'argent, c'est qu'on a un besoin financier. Donc, il faut en effet savoir et pouvoir identifier qui sont les typologies d'acteurs qui peuvent répondre à ce besoin. Alors, les plateformes de crowdfunding, c'est tout à fait un moyen et c'est d'autant plus pertinent quand on est en B2C et qu'on s'adresse plutôt à des particuliers puisque c'est des plateformes qui elles-mêmes s'adressent à des particuliers. Donc, si vous êtes une marque, par exemple, et une marque que vous déployez en B2C, c'est utile à la fois pour développer votre notoriété au sens large et donc peut-être acquérir de nouveaux clients, mais aussi fidéliser vos clients actuels. On appelle ça un peu mobiliser sa communauté, quoi. Donc c'est assez puissant, mais c'est pas forcément l'un ou l'autre. Nous, par exemple, chez Enoui, on est investisseur. On aime bien faire du co-investissement, donc il y a beaucoup de fonds qui aiment bien faire du co-investissement. Ça permet de diluer un peu le risque et de partager un peu. Donc déjà, c'est pas exclusif. Ensuite, ça renvoie à cette question de bien connaître. Une fois qu'on a identifié les typologies d'investisseurs potentiels, de bien connaître leurs spécificités et de ce que vous pouvez vous en tirer en tant que dirigeant. Moi, on m'a déjà posé la question parce que comme il y a beaucoup d'argent sur le marché, on est en concurrence, les fonds sont en concurrence, et on m'a déjà interpellé en me disant mais qu'est-ce que vous allez pouvoir m'apporter? Alors moi je trouve que c'est pas la meilleure question parce que du coup on tombe un peu dans le marketing, chacun doit se vendre. Moi je dirais plutôt de faire ce que je disais tout à l'heure, d'aller passer un coup de fil ou deux à des dirigeants qui ont déjà été financés par ces fonds pour avoir leur retour d'expérience. Au moins ce sera plus objectif que quand on se vend soi-même, quoi. Je crois. Et après on peut aussi déduire des choses du contexte du fonds. Un fonds qui est piloté par des financiers qui lève de l'argent auprès d'institutionnels aura pas forcément le même appui que un family office, par exemple. C'est mon cas, donc ça signifie une structure d'investissement familial, c'est-à-dire que l'argent est détenu par une famille, avec un parcours personnel particulièrement marqué dans le succès d'une entreprise industrielle. On n'aura pas forcément le même réseau, les mêmes expériences, la même culte. Moi, j'appelle ça la culture d'investissement. Et ça, c'est important de la connaître et de bien la comprendre, parce que c'est des choses qui vont rester ensuite pendant la relation. Ouais, non, effectivement. Ok. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de pas se dire de tout opposer, quoi. De finalement, on peut aussi se créer, à la fois faire du financement participatif, à la fois faire appel à un fonds d'investissement à impact. J'aimerais bien, alors comme toutes mes interviews, terminer par des questions un peu plus personnelles sur la mode et les vêtements. Je trouve que c'est toujours intéressant, parce que c'est un peu le sujet aussi qui nous intéresse ici. Et donc, te poser des questions sur ton rapport à toi. Et je me demandais à quel moment, toi, tu avais pris conscience des dérives de l'industrie textile, des dérives sociales ou environnementales. Alors, j'ai pas eu de déclic. Je me suis toujours intéressée au sujet de ce qu'on appelait à l'époque le développement durable et le fait d'associer au développement économique des enjeux environnementaux et sociaux. Et donc finalement, la mode, c'est qu'un secteur parmi d'autres. Voilà. Okay. Donc j'ai pas eu vraiment C'était une prise de conscience générale, en fait, de ta consommation. Ok. Mais finalement, comme beaucoup, je pense qu'on n'a pas un seul secteur où à partir du moment où on se pose des questions, c'est un peu général sur notre façon complète de consommer, quoi. Après, il y a des événements médiatiques qui jouent
Et je pense que ça, c'est un peu pareil pour tout le monde. Bien On sûr. avait l'exemple de Nike et des chaussures fabriquées par des enfants. Le On a Rana eu Plaza qui s'est exactement. effondré. Enfin, oui, Ça, forcément. ça, c'est beaucoup plus récent, mais Ouais. des choses comme ça qui régulièrement défraient un peu la chronique Oui. et nous nous amènent rappelle à exactement, tout ça, quoi. nous rappelle qu'il faut un peu s'interroger sur l'impact de nos actes d'achat. Ouais. Et aujourd'hui, quel est ton rapport aux vêtements, à la mode Comment il a évolué, ce rapport-là aussi? Alors en fait, je m'intéresse assez peu à la mode. Ouais. Mais c'est pas... Il n'y a pas de problème. En plus, ça dépend ce qu'on appelle mode. Enfin, c'est aussi juste les vêtements. En fait, ouais. je m'intéresse, j'allais dire une mauvaise cliente, mais du coup peut-être une bonne consommatrice. Ça ne n'éveille pas en moi des émotions particulièrement positives de joie ou d'émerveillement, que ce soit les vêtements, la cosmétique, les accessoires. Je fais plutôt partie de celles qui portent le même manteau pendant 20 ans, et donc du coup Donc une bonne consommatrice plutôt. Du coup, je vais essayer de regarder plutôt la qualité et pour que ça dure. Après, je suis toujours aussi sensible aux jeunes marques qui font les choses, qui essayent de faire les choses un peu différemment. C'est aussi le fait de mettre mon argent pour renforcer des jeunes marques plutôt que l'industrie. Bien sûr. De la peut-être via ton mode. métier aussi, enfin, d'être à la recherche toujours de nouvelles entreprises qui proposent des choses intéressantes. Oui, alors ça c'est très vrai. Il y en a plein Ouais. que je finance pas, mais dont je deviens cliente. Ouais. Ils le sauront jamais, hein, mais ouais, tout à fait. Ça me permet d'avoir une forme de veille sur ce qui existe et parfois en effet de devenir cliente parce que ça m'intéresse d'un point de vue individuel. Ok. Mais en fait, j'y connais rien et c'est pas trop mon domaine de prédilection. Mais il n'y a pas de problème. Mais c'est intéressant aussi de voir, voilà, comment chacun, enfin, on a son propre rapport et en même temps, tout le monde s'habille, donc on est obligé quand même d'acheter des vêtements. Mais donc, c'est intéressant de voir comment on s'approprie un peu cette industrie, quoi. Et sur les questions rituelles de fin, que j'ai installé il y a pas si longtemps, même si le podcast est un peu moins régulier qu'avant, mais te considères-tu comme une personne engagée et pourquoi ? Alors, oui et non. J'ai lu que une personne engagée, c'était quelqu'un qui prend position en vertu de ses convictions profondes sur des sujets un peu politiques ou des sujets de société. Et j'ai l'impression que derrière ce terme-là, il y a une connotation un peu sociale, un peu de lobbying ou de militantisme. Et c'est là où c'est pas vraiment mon cas. En fait, j'aime pas spécialement devoir convaincre les gens. Je suis pas vraiment une militante dans l'âme. J'aime pas trop cet exercice-là. Donc engagée au sens individuel, oui, je pense vraiment. Mais si ça implique une notion un peu de prosélytisme, pas trop. Ok. Non, mais encore une fois, on a chacun notre définition. C'est vrai que moi, je suis plutôt, enfin, je vois plutôt l'engagement comme quelque chose d'individuel. Enfin, pas forcément. On n'a pas besoin d'être militant pour être engagé, je pense. Bah dans ce cas, oui. Ouais. Oui, je pense. Quand tu entends le mot sororité, tu penses à quoi ? Je pense à se faire la courte échelle. Toi qui travailles dans la finance en plus, c'est un milieu très masculin. Oui, alors dans la finance, ça impacte moins. Moins, d'accord. Mais malgré tout, c'est très masculin, c'est vrai. Heureusement, il y a des gens dans cette industrie aussi qui sont vigilants sur ces questions. Tant mieux. Et qui passent aussi par la discrimination positive, qui, je pense, est un mal nécessaire. Bon, il y a beaucoup de sujets autour des femmes et de la finance, hein, et notamment pourquoi on finance moins les startups qui sont gérées par des femmes, et en même temps, on se rend bien compte que les décisionnaires sont tous globalement des hommes, ou disons très majoritairement. Et en même temps, on voit aussi que dans les filières de finance en université, il y a quand même beaucoup plus d'hommes que de femmes, et donc ça appelle plein de questions. Hein. Bah, l'éducation, quoi. Enfin, je pense que le b.a.-ba, c'est ça, c'est d'essayer d'équilibrer un peu les filières pour se retrouver avec des dirigeantes aussi. Enfin bon, c'est un sujet complexe. Mais d'ailleurs, ça fait partie des critères chez Enoui d'avoir, de faire attention à
à ne pas financer que des projets dirigés par des hommes? Oui. Enfin, ouais. Oui. On est vigilant là-dessus. Après, on est une structure d'investissement récente. Donc, on a aujourd'hui une demi-douzaine d'entreprises en portefeuille. Donc, mais c'est pas du coup représentatif. Mais dans l'ambition, oui, c'est important En fait, on essaye d'être au maximum conscient de ces trucs un peu, de ces biais naturels, cognitifs, et pour essayer enfin, c'est déjà une première étape, quoi. Après, je dis pas qu'on y arrive super bien, mais oui, on a des dirigeantes. Ça reste dans votre tête. Tout à fait. Pardon, donc sur la sororité, ça fait partie de tous ces sujets-là. Oui, tout à fait. Et j'ai lu un truc il y a pas très longtemps sur le sujet, et je trouvais ça assez amusant. C'est que j'ai découvert que dans l'équipe rapprochée de Barack Obama, il y avait donc c'était une équipe parfaitement mixte, mais que c'est pareil, d'un point de vue social, il est prouvé que les hommes prennent beaucoup plus facilement la parole en groupe que les femmes, et donc d'une certaine façon, même si on a autant d'hommes que de femmes, c'est quand même il faut les écouter, quoi. Il y a quand même globalement les hommes qui prennent beaucoup plus la parole. D'ailleurs, on le retrouve dans les médias aussi. Et donc, j'ai lu que les femmes de cette équipe avaient développé une technique d'amplification, de sororité active, qui consiste à se récupérer la balle les unes pour les autres. C'est-à-dire, au cours d'un meeting, s'il y en a une qui a du mal à placer son idée ou qui se fait couper la parole, il y en a une autre derrière qui dit j'aimerais revenir sur ce que Jenny a dit, ou je voudrais rebondir, ou à propos de ce qu'elle disait, Elisabeth, etc., etc. Et ça m'a fait sourire. Moi, c'est un truc que je fais, alors pas spécialement sur les femmes, mais au sein d'un groupe, je suis toujours très vigilante aux équilibres. Et c'est parfois des hommes qui n'arrivent pas à en placer une. Donc, je suis vigilante sur ces aspects-là. Et évidemment, comme c'est en fait souvent quand même les femmes qui ont moins la parole, c'est un sujet aussi de sororité. Mais je dirais que c'est presque plus un sujet de bienveillance vis-à-vis d'autrui en général. Et du coup, par rapport à la sororité, c'est du coup par rapport à un genre qui est en particulier quand même moins présent, moins écouté. Bien sûr. Ouais, j'aime bien cette définition. Enfin, j'aime bien cet exemple en tout cas. C'est à garder en tête, quoi. Voilà. Et quand tu entends le mot écoféminisme, tu penses à quoi ? Alors, l'écoféminisme, je crois que c'est ce parallèle qu'on fait entre la domination des hommes sur les femmes et la prédation de l'homme sur son environnement. Moi, ça me fait penser au fait que tout est tellement imbriqué. C'est hyper intéressant, en fait, dès qu'on se penche sur un sujet en particulier, on se rend compte que c'est lié tout est intrinsèquement lié et du coup hyper compliqué à déconstruire. J'avais vu il y a pas très longtemps dans une étude que je crois que dans nos démocraties, et je mets un peu des guillemets, 80% des décisions sont en fait appuyées par des intérêts économiques. Et donc c'est pas du tout l'intérêt général, mais les intérêts économiques qui sont en fait appuyés par des lobbies. Il y a un lien intéressant à faire entre ceux qui ont le pouvoir de décider, donc nos systèmes politiques, ceux qui ont le pouvoir d'influer, donc c'est plutôt ceux qui sont à la tête du monde économique et des entreprises. Ceux-là sont quand même majoritairement des hommes. Et puis l'impact ensuite sur les relations sociales, sur l'environnement. Je sais pas, ça file un peu le vertige, je trouve, de tout mettre en perspective. Ouais. J'ai écouté il y a pas très longtemps Cyril Dion en conférence, et il expliquait que on a posé la question qui est très taboue de la démographie en lien avec l'impact qu'on a sur la planète. Évidemment, il y a une question de volumétrie, quoi. Et il expliquait que au Bangladesh, il y avait un projet qui avait apporté de l'énergie solaire dans les bidonvilles, et que en développant la lumière, l'électricité dans des zones où il y en avait pas, les filles allaient plus à l'école, étaient moins mariées de force. Je pense que c'est ça le lien. En tout cas, ça faisait chuter le taux de natalité.
Et ça donne des relations de causalité tout à fait étonnantes. C'est clair que l'accès à l'éducation et à l'information pour les femmes, c'est primordial, quoi. Si on veut lutter contre les inégalités, les discriminations, ce genre de problématiques sur l'environnement aussi. Ouais. Et donc tout est très lié en fait. Donc l'écoféminisme, je crois que c'est faire des liens entre des choses. Mais honnêtement, je crois qu'on est encore qu'au début et qu'on a beaucoup de choses à approfondir. Mais je suis assez d'accord. C'est vrai que parfois, c'est un peu vertigineux de voir que on peut pas vraiment opposer. On peut pas. Il n'y a pas de. On s'occupe de l'environnement, on s'occupe des droits des femmes, on s'occupe des droits des minorités. Enfin, finalement, tout ça et on fait partie un peu d'un tout, quoi. Donc, plutôt bien résumé. Et alors, la dernière question que je pose à toutes mes invitées, est-ce que tu as des modèles dans la vie ? Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment des modèles. Je suis très admirative de beaucoup de gens. Alors, est-ce que ce sont des modèles pour autant ? Je ne sais pas, parce que j'essaye pas vraiment de leur ressembler, mais c'est des gens que je trouve inspirants. Ouais. Et les premiers, c'est toujours les dirigeants des entreprises que je finance, qui sont des gens hyper talentueux, vraiment, et qui ont à la fois des convictions, une force de travail, un sens du leadership. C'est des gens que je trouve très inspirants. Et donc, je pense que j'ai beaucoup de chance de travailler à leur côté. Après, d'un point de vue plus général, j'ai réfléchi un petit peu à des noms. Mais c'est pareil, c'est plutôt des inspirations. Alors, il y a bien sûr Cyril Dion, dont je parlais tout à l'heure. Donc, je trouve qu'il a un talent incroyable pour expliquer les choses et pour en tant qu'orateur. Et je crois qu'on a une chance folle en tant qu'individu qui mettent ce talent-là au service de notre cause à nous. On pourrait dire la cause écologique, mais en fait c'est la survie de l'espèce humaine, quoi. Il y a un livre aussi qui m'a beaucoup inspirée, qui est Nancy Hudson, Reflet dans un œil d'homme. Voilà, donc je dirais c'est plutôt des gens qui m'inspirent. Ok, oui, ça fait partie un peu de modèle, quoi. Pas forcément on leur ressemble pas, mais juste qui nous inspire, c'est plutôt ça. Écoute, merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions, c'était passionnant, donc merci beaucoup. Merci Chloé. Merci à Benjamin d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.